Dans cette diapositive, normalement, nous allons voir les terminologies, normalement, de WAN courant. Ça veut dire que vous avez la société, normalement, vous avez l'entreprise et vous avez le WAN. Donc, l'une des principales différences entre un WAN et un LAN est que l'entreprise doit prendre un abonnement, comme j'ai dit tout à l'heure, auprès d'un prestataire et d'un fournisseur d'accès Internet. Voici quelques termes. Bien évidemment, vous devez savoir quelques termes qui sont liés normalement à des connexions WAN, parmi lesquels il y a l'équipement d'abonnés, le CPE, qui désigne des appareils et le câblage interne situés à la périphérie de l'entreprise. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc là, vous avez votre CPE. Vous avez un équipement de communication de données, c'est ce qu'on appelle le DCE. Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on a travaillé sur la configuration du routeur, on a dit que normalement, vous avez un DTE et vous avez un DCE. Normalement, DCE, normalement, c'est un équipement qui permet de mettre en place la synchronisation d'horloge. C'est lui qui va définir la vitesse et les moyens de communication, qui va initier la communication, qui va définir la vitesse de communication. Et vous avez un DTE. Et en général, le DCE, il fait partie de fournisseurs d'accès Internet. Et le DTE, normalement, c'est un routeur client qui va recevoir les informations de la part de mon DCE. Donc, il y a le DCE, et vous voyez que normalement, vous avez le DCE et vous avez le DTE. Le DCE, normalement, il fait partie plus ou moins d'un composant de WAN, et vous avez à l'intérieur, vous avez votre DTE qui est le Data Terminal Équipement qui représente le routeur au sein de l'entreprise. Il y a aussi normalement ce qu'on appelle, le plus important, c'est le point de démarcation. Il s'agit, voilà ici, vous avez normalement un point de démarcation qui représente le point qui désigne normalement dans un bâtiment pour séparer l'équipement de client de celui de l'opérateur téléphonique. C'est-à-dire que c'est l'interface entre les équipements qui sont assurés par l'entreprise et les équipements qui sont assurés par le fournisseur d'accès Internet. Nous avons ce qu'on appelle la boucle locale. La boucle locale, c'est ce qu'on dit en général, c'est le dernier kilomètre. Donc, il représente la distance qui relie en fait le boîtier que vous avez dans votre bâtiment avec normalement le commutateur central que vous trouvez ici normalement. Donc, on fait la liaison. Donc, chaque site, il a un concentrateur principal ou bien un commutateur qui sera utilisé pour mettre en place les connectivités au niveau de plusieurs sites ou bien un bâtiment que vous avez ici. Si vous avez normalement des appartements, l'ensemble des appartements, il y a normalement le point de CPE et par la suite le CPE, il est relié par la suite normalement au commutateur central local, c'est le bureau central local, et donc normalement il y a ce qu'on appelle la boucle locale. Par la suite, là vous voyez qu'il y a plusieurs types normalement appareils normalement spécifiques aux environnements WAN, et donc parmi lesquels il y a le modem commuté, il y a le serveur d'accès, il y a le modem ODB. Donc vous allez trouver normalement ici au niveau du nuage, vous avez un certain nombre d'outils qui nous permettent de faire la connectivité dans le WAN, c'est-à-dire ce sont les périphériques qui sont au niveau de WAN. Si on parle des périphériques qui sont au niveau de réseau local, il y a le switch, il y a les terminaux. Donc au niveau de WAN, vous avez un certain nombre de périphériques parmi lesquels il y a les modems commutés, serveurs d'accès, modem ODV, et chaque équipement il est utilisé par un type de connexion WAN. Il y a aussi normalement un terme qu'on utilise toujours, normalement le CSE, DSE, ce sont les lignes louées numériques qui permettent de faire la conversion entre, par exemple, le signal téléphonique vers le signal numérique et inversement. Donc, normalement, c'est un composant intégré. Il n'y a pas le CSU tout seul, le DSU tout seul. Normalement, on les combine et on les met au niveau de modem. Commutation à circuit. Qu'est-ce que ça veut dire la commutation à circuit? Ça veut dire que je vais demander à mon fournisseur d'accès Internet de m'établir une connectivité WAN pour réaliser la liaison entre deux sites, mais cette liaison va se faire bien évidemment par le WAN, mais le type de WAN c'est commutation de circuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais m'appuyer sur la téléphonie pour réaliser la connectivité. Ça veut dire d'un côté comme de l'autre, j'ai un téléphone et donc à chaque fois lorsque je veux établir la connectivité avec un site distant, c'est comme s'il s'agit de composer son numéro de téléphone. Donc ça, c'est une
commutation de circuit. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais établir un circuit virtuel qui va me relier normalement au commutateur qui se trouve de l'autre côté. Un exemple de ce type, normalement, c'est le RNIS. Mais on ne l'utilise plus. Normalement, maintenant, il y a un autre type de commutation, c'est la commutation de paquets. Et donc, je peux vous expliquer la différence entre les deux. Si vous avez commutation de circuit, on va établir une liaison basée sur la téléphonie. Si vous utilisez la commutation de paquets, on va mettre en place des liaisons qui sont basées sur les paquets. C'est-à-dire qu'au lieu de créer un seul chemin virtuel, je peux créer plusieurs, mais les paquets peuvent aller dans un circuit comme dans un autre. Et au niveau de la destination, on peut reconstruire normalement l'ensemble des paquets que j'ai. Donc, commutation de circuit, c'est que, par exemple, vous avez le site numéro 1, vous avez le site numéro 2, donc ça c'est le site numéro 1, le site numéro 2, et supposons que vous êtes une entreprise multinationale qui dispose de plusieurs sites. Donc vous allez créer par exemple ce genre de communication, vous allez demander à votre fournisseur d'accès de vous proposer une commutation de circuit comme ça, une deuxième comme celle-là. Le problème c'est que vous ne pouvez pas, par exemple, si vous êtes vous vous trouvez derrière, par exemple, ou bien à l'intérieur du site numéro 1, vous ne pouvez pas communiquer en même temps avec le site numéro 2 et le site numéro 3. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser un numéro de téléphone et donc vous pouvez normalement pas communiquer en même temps avec les deux. Donc ça, c'est un inconvénient concernant la commutation de circuit. Par contre, si vous utilisez la commutation de paquets, commutation de circuit. Commutation de paquets, ça veut dire que vous avez 3 sites, par exemple. Ça, c'est le site numéro 1. Vous avez le site numéro 2. Vous avez le site numéro 3. Et vous stabilisez les liaisons. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez communiquer en même temps avec ce qui se trouve sur le site numéro 2 et ce qui se trouve au niveau du site numéro 3. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser les paquets. Ça veut dire que vous pouvez envoyer les paquets dans ce sens et dans ce sens parce qu'il y a le mécanisme de multiplexage. Ça veut dire au niveau ici, vous allez mettre le multiplexage et vous envoyez les informations de partout. Maintenant, essayons de voir, récapitulons et finissons normalement les différents types de connexions de liaison WAN. C'est-à-dire que quels sont les différents types de liaison WAN que je peux définir. Donc, je peux les catégoriser en 2 catégories. Il y a normalement la connexion WAN privée, il y a la connexion WAN publique. La connexion WAN publique, c'est tout simplement la DSL. Ça veut dire que vous allez créer une connexion Internet en se basant sur la DSL. Le problème de ce type de connexion, c'est que normalement, il est partagé entre tout le monde. Et donc, il y a un problème de sécurité. Donc, si je suis une entreprise multinationale et j'ai par exemple 2 sites, vraiment, si vous utilisez la connectivité basée sur une liaison ADSL, normalement, il y a un problème parce que tout ce que vous envoyez sur cette liaison-là, il est partagé avec d'autres abonnés et donc il y a un risque que normalement les informations confidentielles échangées entre les 2 sites soient normalement être lues ou bien interceptées par des personnes normalement comme les hackers. Sinon, nous avons, si je suis une entreprise multinationale, je vais utiliser normalement une liaison WAN privée. Donc je vais négocier avec mon fournisseur d'accès Internet une liaison WAN privée. Et donc le fournisseur va me dire qu'est-ce que vous proposez. Est-ce que vous proposez une liaison dédiée, ce qu'on avait tout à l'heure, la ligne louée, ou bien est-ce que vous allez utiliser une liaison commutée? La différence entre les deux, c'est que la ligne dédiée, c'est une ligne dédiée pour moi. Je vais l'utiliser 24 heures sur 7. Que je ne l'utilise pas, je vais la payer. C'est une ligne destinée rien que pour moi et qui va me permettre de faire la liaison entre les 2 sites. Et donc, il sera normalement réservé pour moi. Et donc, il a un grand avantage, c'est qu'il est normalement très sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il est dédié que pour moi. Mais son inconvénient, c'est que ça coûte très cher. Donc, parmi ces lignes louées, donc, il y a le TIA, UA, T1 et U1, c'est un type de câblage utilisé en Amérique et en Europe. Donc, normalement, c'est plus ou moins 1,5 mégabits par seconde jusqu'à 2 mégabits par seconde. Sinon, nous avons une liaison commutée. La liaison commutée, donc on a la possibilité de choisir la commutation de circuit, soit de choisir la commutation de paquet.
Si vous choisissez la commutation de circuit, on en a parlé tout à l'heure, on sait quels sont les inconvénients qui sont associés à ce type de commutation. Et parmi ces types de commutation, on a dit qu'il y a le RNIS. Il était utilisé en France, mais par la suite, il a été abandonné parce qu'on utilise surtout maintenant la commutation de paquets. Et lorsque vous utilisez la commutation de paquets, normalement, vous avez plusieurs possibilités de réaliser cette connectivité en se basant sur la commutation de paquets. Les plus utilisés, c'est le frame relay. Donc là, vous avez normalement RNIS. Et là, vous avez le frame relay, ça veut dire le relais de trame. Nous avons aussi le X25 et vous avez aussi le ATM. Donc ce sont des technologies qui sont normalement utilisées pour mettre en place une commutation de paquets. Sinon, si vous voulez, par exemple, vous voulez utiliser une liaison publique parce que ça coûte moins cher et vous voulez en plus de ça mettre en place la sécurité, vous pouvez le faire en ajoutant le VPN. C'est-à-dire que sur cette liaison, si vous avez la DSL, vous avez par exemple site 1, vous avez site 2, vous faites la liaison par l'intermédiaire de la DSL, vous pouvez le faire, mais vous pouvez ajouter le VPN. Le VPN, en fin de compte, c'est quoi? C'est tout simplement le moyen de mettre vos données dans un canal. Ce n'est pas forcément crypté parce qu'il y a toujours une confusion. Lorsqu'on parle de VPN, on dit que les données sont cryptées, mais pas forcément cryptées. Ça, c'est une option de plus, mais l'essentiel, c'est que mes informations seront envoyées dans un canal et donc ils sont cachés. Pourquoi? Parce que lorsque j'utilise la DSL, vous avez une liaison qui est partagée. Mais si on les met dans un canal, ils seront protégés quand même. Le problème de VPN, c'est qu'il ne propose pas normalement un débit. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un débit qui est très élevé que vous pouvez utiliser pour mettre en place la liaison entre les sites. Là, c'est la ligne louée. On a parlé de la ligne louée. Donc, la ligne louée, c'est que normalement, vous pouvez utiliser un type de signal entre les deux et ça ne pose aucun problème. La ligne commutée, donc on a dit la commutation, ça peut être soit commutation de paquets, soit la commutation de circuit. Et si vous utilisez la commutation de paquets ou bien la commutation de circuit, ça veut dire que les dispositifs que vous allez mettre ici, ça veut dire les connecteurs que vous allez mettre ici au niveau de votre WAN, qui est représenté par du nuage, ce sont normalement des commutateurs. Et donc, la manière avec laquelle je vais adresser les commutateurs, ce ne sont plus les adresses IP, parce que les adresses IP, c'est au niveau de la couche numéro 3. Là, on est au niveau de la couche numéro 2. Donc, il y a d'autres mécanismes qui sont utilisés pour référencier chaque équipement dans mon nuage. Pourquoi? Parce que lorsque je vais envoyer les informations à la destination d'un site à un autre, je dois normalement les transiter par plusieurs équipements de niveau 2. Donc, je dois mettre en place un mécanisme grâce auquel je peux référencier chaque équipement et parmi lesquels, normalement, si vous utilisez le frame relay, il y a la notion de DLCI. Donc, c'est l'équivalent plus ou moins des adresses IP. Donc là, c'est le RNIS. Là, le RNIS, il est vraiment abandonné. Donc ça, c'est le frame relay. Comme j'ai dit, normalement, le frame relay, c'est vous utilisez par exemple une connectivité entre deux sites en se basant sur le frame relay, sachant que c'est plus utilisé. Au niveau de prix, normalement, c'est dans l'ordre décroissant. Donc vous avez en premier lieu la ligne louée qui coûte plus cher. Sinon, si vous voulez économiser quand même, vous pouvez utiliser la commutation parce que la commutation, vous allez payer uniquement la communication. Ce n'est pas l'intégralité de 24/7. Et donc, la commutation, on a dit qu'il y a la commutation de paquets et la commutation de circuit. Donc, on utilise la commutation de paquets. Et à chaque fois, lorsque je veux établir la connectivité, je vais créer un lien virtuel qui sera utilisé pour transiter les informations. Et donc, je vais payer uniquement la période de communication. Sinon, il y a aussi l'ATM. L'ATM, c'est un mécanisme qui est utilisé normalement pour établir la connectivité de type commutation de paquets. Et l'ATM, normalement, son avantage, c'est qu'il il est très rapide. Pourquoi? Parce que je vais utiliser des paquets normalement qui ne dépassent pas normalement ou bien des cellules de taille 53 octets. Ça veut dire que ce ne sont plus des trames, mais on les appelle des cellules. Ça veut dire que si vous avez des données à envoyer d'un site à un autre, ils seront envoyés, ils sont découpés sous forme de cellules de 53 octets. Ça veut dire qu'ils vont aller très rapidement. Donc, si vous transportez un
paquet léger, c'est comme si vous transportez un paquet qui est très lourd et donc normalement ça va être très rapide. Donc en général, au niveau de la configuration de point de vue fournisseur d'accès Internet, qu'est-ce qu'elle fait? Dans le cœur de WAN, elle met normalement la TM. Et dans les extrémités, normalement, ils peuvent utiliser le frame relay. Ça veut dire que même si vous négociez par exemple la connectivité en se basant sur le frame relay, vous le recevez, mais pour le fournisseur d'accès, à un moment donné, vous allez entrer dans le cœur de WAN et donc normalement, il va utiliser lui-même le ATM pour accélérer le transfert des informations. Le WAN Ethernet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il y a de nouveaux normalement standards Ethernet qui sont relativement basés sur le câblage comme la fibre optique. Donc je peux mettre normalement le WAN sur Ethernet. Il y a aussi le MPLS, c'est un autre mécanisme qui est utilisé normalement multi-protocole label switching. Donc c'est une technologie WAN haute performance à protocole multiple qui dirige normalement les données d'un routeur au suivant. Donc ça, c'est le nouveau composant. Normalement, le MPLS, il est normalement très sophistiqué. Normalement, le fournisseur d'accès WAN, normalement, il se base de plus en plus normalement sur le protocole MPLS et la technologie MPLS pour mettre en place la connectivité. Donc vous voyez ici, vous pouvez même choisir le frame relay ici, mais dans le cloud, vous pouvez utiliser le ATM MPLS pour accélérer normalement le traitement. Il y a aussi le VSAT, donc la technologie VSAT, Very Small Aperture Terminal. Normalement, c'est une solution qui utilise la communication satellite pour créer le WAN privé. Ça veut dire que vous êtes une entreprise qui veut, par exemple, mettre en place la liaison entre plusieurs sites. Par exemple, vous avez des fermes qui sont très éloignées. Donc, vous pouvez utiliser normalement la technologie VSAT pour mettre en place la connectivité entre ces sites-là. Il y en a d'autres comme la DSL. Vous allez trouver aussi normalement au niveau du câble, vous pouvez mettre en place le câblage. Donc de nombreux fournisseurs de télévision normalement par câble proposent un accès réseau à l'aide d'un câble coaxial. Ça veut dire qu'un abonné, il peut utiliser par exemple le câble pour se connecter à un routeur qui se trouve sur le nuage pour pouvoir profiter par exemple si je parle de connectivité par exemple à des films, quelque chose comme ça, normalement je peux utiliser le réseau par câble. Il y a le sans fil, tout le monde connaît le sans fil, donc le sans fil c'est le moyen de pouvoir se connecter, mais ce n'est pas le sans fil qui est associé à mon réseau LAN, mais c'est un sans fil cette fois-ci qui permet de connecter des sites qui sont très distants. Ce n'est pas le point d'accès, mais c'est un point d'accès gigantesque. Donc il y a le Wi-Fi municipal qui permet normalement, donc de nombreuses villes ont commencé à configurer des réseaux sans fil. Ce n'est pas ici, malheureusement au Maroc, mais à l'étranger, normalement, il y a un Wi-Fi municipal qui permet de faire la connectivité entre les sites, normalement même d'une manière gratuite. Il y a le WiMAX. Le WiMAX, normalement, il est utilisé, c'est une nouvelle technologie à haut débit qui commence normalement à peine à être utilisé. Normalement, c'est plus ou moins, il va couvrir plus ou moins 40 km. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà ici, donc entre 40 et 50 km pour le WiMAX, mais en général c'est 40 km. Donc il y a aussi des cellules 3 générations, 3G, 4G, normalement des cellules 3e génération et 4e génération qui sont utilisées surtout par les gadgets comme normalement les portables ou bien les GSM pour pouvoir se connecter sur Internet. Donc il y a cette technologie, normalement 3G, 4G, qu'on peut utiliser pour établir, comme j'ai dit, le WAN. Il y a aussi la technologie VPN. Le VPN, c'est quoi? En fait, c'est la possibilité de s'appuyer sur l'ADSL qui ne coûte pas cher pour mettre en place la connectivité entre les sites. Et donc, c'est comme si je vais créer un tunnel et à l'intérieur du tunnel, je vais placer les données. Donc ça, c'est un service que vous devez payer. En plus de l'ADSL, vous devez payer le service VPN pour pouvoir profiter normalement d'un peu de sécurité qui propose le VPN si on travaille sur l'ADSL. Donc, plus ou moins, l'entreprise, lorsqu'il veut mettre en place le WAN, il doit choisir ce qui lui convient. Ça peut être la ligne spécialisée, même si ça coûte plus cher. Si j'ai intérêt, par exemple, dans le cadre de la comptabilité en temps réel, vous avez un serveur de comptabilité, par exemple SAP, qui se trouve par exemple à l'étranger, bien sûr le site principal, et vous voulez qu'un comptable normalement édite normalement les écritures sur place et en temps réel. Je préfère
mettre en place la ligne spécialisée et un simple comptable que de mettre normalement sur le succursale un directeur financier par exemple qui coûte quand même, il faut le payer cher pour mettre en place votre comptabilité, mais à la fin de 2 mois par exemple, il va envoyer les informations vers le siège et vous savez normalement dans ce cas de figure, normalement il se peut qu'il y a quelque chose qui est louche. Donc parfois l'entreprise préfère mettre en place la ligne spécialisée qui coûte cher au lieu de mettre autre chose. Donc c'est à nous, comme j'ai dit, de choisir en tant qu'entreprise qu'est-ce que je veux comme moyen de communication One. Et donc, comme j'ai dit, normalement, il faut répondre à la question qu'est-ce que je veux faire avec normalement une connexion One. Est-ce que c'est intéressant de payer plus cher ou bien tout simplement utiliser une connexion ADSL basée sur le VPN? C'est à vous de choisir par la suite tout ça.